Au cœur d'une petite ville américaine, un vol dans une station tourne au drame. Une nuit ordinaire devient le point de départ d'une enquête complexe, de témoignages contradictoires et d'un procès qui marquera à jamais la vie d'un homme. Mais derrière les faits apparents, une vérité bien troublante se cache. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ? L'affaire Jamie Snow soulève bien plus de questions que de réponses. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons traiter du cas de Jamie Snow et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous parce qu'elle change un petit peu de l'ordinaire. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si jamais le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et merci pour les 60 000 abonnés. C'est parti pour cette nouvelle affaire. Le 31 mars 1991, un dimanche de Pâques qui aurait dû être paisible, le destin de William Little, nommé Billy, un jeune homme de 18 ans, bascule tragiquement. Ce soir-là, aux alentours de 20h15, il assure son service dans une station essence située sur Clark Street, à Bloomington, dans l'Illinois. L'ambiance est calme, presque figée dans la torpeur d'un dimanche soir ordinaire. Mais ce qui était à la base qu'un simple tour de garde tranquille se transforme soudainement en un drame irréversible. Un inconnu entre dans la station, et en quelques secondes, absolument tout dérape. L'homme dégaine une arme, il tire un coup de feu et s'empare de 92 $ dans la caisse. C'est moins de 100 $ pour une vie fauchée. Avant de s'effondrer, Billy trouve encore la force d'activer l'alarme silencieuse. Ce dernier geste envoie aussitôt les forces de l'ordre sur les lieux. Le premier arrivé sur place est l'officier Pello, membre du service de police de Bloomington. Il découvre à l'extérieur du bâtiment un homme occupé à gonfler les pneus de sa voiture. Il s'agit de Danny Martinez. À ce moment-là, aucun autre individu ne semble présent dans les environs. Danny, sans le savoir, va devenir l'un des piliers de cette affaire. L'agent entre dans la station. L'atmosphère est figée, presque irréelle. Il retrouve William, dit Billy, gisant à l'arrière du local, complètement abattu. Il n'y a personne d'autre à l'intérieur, mais les indices matériels, eux, ils abondent. Des douilles sont éparpillées sur le sol, des empreintes ensanglantées marquent le carrelage, des traces que les enquêteurs relèvent minutieusement. Les relevés d'empreintes digitales sont effectués, et les autorités ont pu récupérer de l'ADN appartenant à un individu encore inconnu à ce stade dans leur base de données. Mais les preuves matérielles ne sont pas les seules à parler. 3 témoins oculaires se manifestent rapidement, et parmi eux figure le fameux Danny Martinez, l'homme qui était aperçu par l'officier à l'extérieur de la station-service. Selon ses déclarations, il venait à peine de finir de gonfler ses pneus lorsqu'il a entendu 2 coups de feu retentir. Il s'est tourné vers la station, et c'est alors qu'il aurait aperçu une silhouette masculine sortir de l'établissement en reculant, franchissant la porte d'entrée. Cette observation, par contre, elle contredit complètement l'impression initiale de l'officier Pello, qui a affirmé n'avoir vu que Danny Martinez sur les lieux lors de son arrivée. Pourtant, les enquêteurs prennent malgré tout cette déclaration très au sérieux, de toute façon, c'est l'une des rares qu'ils ont pour le moment, et ils la conservent dans le dossier. Danny Martinez affirme s'être retrouvé à seulement quelques mètres de cet homme, suffisamment proche, dit-il, pour distinguer son visage avec précision. Il décrit alors un individu mesurant environ 1,73 m, aux cheveux longs et châtains, arborant une barbe naissante. Mais c'est un détail bien précis qui l'a marqué à jamais, les yeux de cet homme. Il déclarera plus tard sous serment ceci. Ses yeux étaient grands ouverts, comme s'il n'avait pas dormi depuis des heures. Je ne pourrai jamais les oublier. Danny n'est pas le seul à avoir vu quelque chose ce soir-là. Carlos Luna, un adolescent de 14 ans qui habite juste en face de la station, raconte avoir observé la scène depuis la fenêtre de sa chambre. D'après lui, malgré la nuit tombée, il a pu distinguer un homme blanc vêtu d'un trench coat qui quittait précipitamment la station-service. Il affirme également avoir vu son visage. Quelques jours plus tard, un troisième témoin se manifeste.
Gerardo Gutiérrez, qui s'était arrêté peu avant le crime pour faire le plein d'essence, explique être brièvement rentré dans la boutique afin de régler ce qu'il a pris. Là, il a aperçu un homme en pleine conversation avec Billy. Ce qui l'a frappé, c'est l'attitude de cet individu, qui semblait vouloir masquer son visage, comme s'il craignait d'être reconnu. Gerardo décrit un homme qui est bien plus grand que la première description qui vient de la part de Danny. Pour lui, il fait environ 1m83, avec une moustache et une coupure encore fraîche et saignante sur le menton. Un portrait qui diverge nettement de celui dressé par Danny Martinez. Ces premiers éléments esquissent un mystère troublant, dans lequel les témoignages ne s'accordent absolument pas et où chacun livre une pièce essentielle du puzzle. La suite de l'enquête, quant à elle, ne fait que renforcer le brouillard autour de l'identité du tireur. Alors que l'attaque à la station-service était en train de se dérouler, à plusieurs kilomètres de là, Jamie Snow partage un moment en famille. Ce dimanche de Pâques est censé être joyeux et paisible. Entre une chasse aux œufs animée par les enfants et un grand dîner préparé avec soin par les adultes, Jamie savoure ces instants simples, loin des drames qui secouent actuellement la ville. Ce soir-là, les informations locales relatent le vol et la fusillade sur Clark Street. Pour la plupart, ce n'est qu'une nouvelle tragique parmi tant d'autres. Mais pour Jamie, ce simple fait divers allait bientôt bouleverser son existence de manière profonde, mais surtout de manière complètement inattendue. Un mois plus tard, les policiers viennent chercher Jamie pour un interrogatoire. Ils le soupçonnent d'être impliqué dans un autre braquage d'une station-service survenu quelques semaines auparavant. Il est essentiel quand même de préciser que Jamie Snow n'était pas un parfait inconnu du système judiciaire, ce n'était pas non plus un ange, il comptait déjà quelques petits délits liés à des vols mineurs. Cependant, il n'existe aucune trace d'agression ou de violence dans son passé, il faut quand même distinguer les petits délits des gros crimes, même si évidemment ne faire aucun des deux reste l'idéal. Face aux enquêteurs, Jamie nie farouchement toute participation à ces vols, qu'il s'agisse de celui de Clark Street ou encore du précédent. Malgré ça, la police reste persuadée d'avoir mis la main sur un suspect crucial. Les charges liées au premier vol finiront par être abandonnées. Mais l'affaire du meurtre de William Little, elle, continue de mobiliser les forces de l'ordre. Malgré cette persistance, les empreintes digitales et celles des semelles de chaussures retrouvées sur les lieux ne correspondent pas à celles de Jamie. Et pourtant, malgré ça, malgré tout qui montre que l'homme ne pouvait pas y être, d'une part parce qu'il avait un alibi, il était avec sa famille, d'une autre, ses empreintes, autant de doigts que celles de ses chaussures, ne correspondent absolument pas à celles qui ont été retrouvées sur les lieux. Mais malgré tout, les enquêteurs le confrontent à une file d'attente photographique dans l'espoir de confirmer son implication dans ce crime particulièrement violent. Rappelons quand même qu'au moins 3 témoins affirment avoir vu le visage de l'homme présent lors du vol. Le premier à se prêter à cet exercice est Danny Martinez, cet homme aperçu à l'extérieur en train de gonfler ses pneus. Face à la série de photos, il désigne 2 individus qui, selon lui, pourraient potentiellement correspondre aux coupables. Pourtant, Jamie Snow ne figure dans aucune de ces sélections. L'homme sera soumis à ce test d'identification à 3 reprises supplémentaires, et dans aucune de ces 3 fois, il va pointer Jimmy du doigt. Quant à Gerardo Gutiérrez, qui affirme avoir été à la station juste avant le braquage, il déclare ne reconnaître aucun visage parmi ceux proposés. Pour lui, personne ne correspond à l'homme qu'il a vu parler à Billy. Enfin, Carlos Luna, l'adolescent qui habitait en face de la station-service, choisit Jamie Snow lors de cette file photographique, mais il précise lui-même que son identification reste incertaine. D'une part, c'est le témoin qui se trouve le plus loin de la station-service comparé aux 2 autres témoins. Il était à l'intérieur de sa chambre, il avait une vitre en plus de ça qui les séparait et il faisait nuit. Donc c'est quand même le témoin le moins fiable de ces 3 témoins qui déjà ont une description complètement différente de l'homme qu'ils auraient aperçu. Cette incertitude devient un véritable sujet de débat au sein de l'enquête. Heureusement, il y a beaucoup de doutes concernant les déclarations de ce jeune homme, et c'est complètement légitime, y compris parmi les policiers. Un mémo interne de la police fait également état d'une note importante. Carlos Luna n'a pas pu faire d'identification claire parce que c'était impossible. Je l'ai interrogé, lui et son ami, le soir du meurtre.
Je les ai vus plusieurs fois, individuellement. Aucun d'eux n'a pu voir distinctement la personne. Je me suis déplacé à la fenêtre avec eux. Ils regardaient dehors, mais il était très difficile de distinguer qui que ce soit dans la pénombre, même si je connaissais la plupart des gens qui couraient dans la rue. Il était simplement impossible pour eux de faire une identification qui est fiable. Ce constat jette donc un voile de doute sur ce témoignage clé, laissant planer l'ombre d'une erreur possible dans l'identification du suspect. L'enquête s'enlise dans ses contradictions, tandis que la vérité semble s'éloigner à chaque pas. On pourrait imaginer qu'en l'absence d'identification fiable, les enquêteurs auraient alors abandonné cette piste et cherché d'autres suspects potentiels. C'est ce que tout le monde s'imagine qu'ils vont faire. Et pourtant, eh bien, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Jamie Snow devient donc le principal suspect aux yeux de la police, qui met tout en œuvre pour relier les indices, même quand ceux-ci restent fragiles. Face à cette pression, Jamie se retrouve complètement désemparé, à tel point qu'il propose volontairement de passer un test polygraphe, espérant ainsi pouvoir prouver son innocence, montrer qu'il n'était pas sur les lieux et que oui, d'accord, il a déjà commis des petits délits, mais loin d'avoir commis un meurtre qui est quand même un énorme pas dans la criminalité entre faire 2-3 petits braquages qui restent illégal et mal, je le rappelle, mais faire des petits braquages et tuer quelqu'un, il y a quand même un monde qui sépare les deux. Ce test polygraphique, souvent controversé, se solde par un résultat favorable à Jamie. Il réussit l'examen sans tricherie apparente, mais malheureusement, cette victoire ne suffira pas à changer le cours des choses ni à le sauver de la suite de l'affaire. À cette époque, Jamie n'est pas arrêté, faute de preuves tangibles le reliant directement au vol sanglant de Clark Street. La police, cependant, reste persuadée qu'il est impliqué. Fatigué par cette suspicion pesante et pour tenter de tourner la page, Jamie décide de quitter la région. Il part s'installer en Floride, loin de l'Illinois et de cette enquête qui semble poursuivre sans relâche. Là-bas, il fonde une entreprise d'élagage d'arbres. Il veut enfin gagner sa vie honnêtement et laisser derrière lui un passé qui le hante. Et j'imagine qu'après être potentiellement accusé d'une affaire de meurtre, ça a dû le faire réfléchir à 2 fois et de se dire que s'il restait bien dans les clous, il aura quand même beaucoup moins de chances d'être un jour soupçonné d'avoir commis un meurtre. Mais comme souvent dans ce genre d'histoire, le passé ne reste jamais là où voudrait qu'il reste. Il revient toujours et parfois sous des formes complètement inattendues. En 1994, plusieurs années après son départ, Jamie est inculpé dans une autre affaire. Cette fois pour obstruction à la justice liée à un crime différent. Jamie plaide coupable et est condamné à purger 2 ans de prison. Lorsqu'il est libéré, il revient en Floride croyant être enfin libre de tout ce qui a pu se passer dans son passé lorsqu'il commettait des actes criminels. Et pourtant, il ignore totalement que dans son ancien état, à Bloomington, une enquête active se poursuit toujours contre lui. Ce n'est qu'en septembre de l'année 1999, près de 8 ans après le vol et le meurtre à la station-service, que Jamie est finalement inculpé pour le meurtre de William Little. Cette nouvelle accusation le frappe évidemment de plein fouet. Il ne s'y attendait pas du tout. Il se dit totalement aveuglé, incapable de comprendre comment on peut l'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis. Il maintient avec force son innocence, rappelant qu'au moment du vol, il était chez lui, en famille, profitant d'un dimanche de Pâques paisible. Mais la police tient un élément qui va peser lourd dans cette affaire. Une lettre d'un informateur en prison. Ce dernier affirme savoir que Jamie a tué Billy, donc William Little, alléguant que l'homme s'en serait vanté pendant qu'ils purgeaient leur peine ensemble. L'informateur propose de révéler tous les détails en échange d'un accord avec les autorités. Malgré l'absence de preuves concrètes reliant Jamie au meurtre, les enquêteurs passent des accords avec plusieurs prisonniers qui acceptent de témoigner contre lui en échange d'argent ou d'une réduction de peine. Donc bon, ces témoignages, ils sont pas vraiment fiables, ils sont extrêmement fragiles, mais il suffit selon eux à alimenter le dossier contre Jamie. Dans le même temps, la police organise une ultime confrontation avec leur témoin clé, Danny Martinez, celui qui avait été vu en train de gonfler ses pneus le soir du vol. 8 ans après les faits, on demande pour la 5e fois à ce dernier de tenter d'identifier le voleur parmi une série de photos. Et cette fois, il pointe Jamie Snow.
Ce revirement surprenant, il choque, car Danny affirme avoir été face au suspect ce soir-là et ne jamais avoir oublié ses yeux. Pourtant, il n'avait jamais réussi à 4 reprises auparavant à désigner Jamie jusqu'à cette 5e fois, presque une décennie plus tard. Donc, quelques jours après le drame, quelques jours seulement après avoir vu ce visage, tu es incapable de le reconnaître à 4 reprises, mais là, 8 ans après, tu arrives à le reconnaître. Ce détail laisse perplexe et chacun reste libre d'interpréter cette identification tardive comme il l'entend. Par ailleurs, la belle-sœur de Jamie, Susan Claycomb, est également arrêtée en lien avec le crime. La police soupçonne qu'elle pourrait avoir été la conductrice du véhicule lors de la fuite. Malheureusement, Susan traîne une longue histoire de dépendance à l'alcool et aux drogues, et donc sa mémoire elle est floue, elle est complètement instable, elle ne se rappelle pas précisément où elle se trouvait au moment du vol. Par moments, elle laisse entendre à plusieurs personnes qu'elle pourrait avoir été impliquée, qu'elle aurait peut-être conduit cette voiture en fuite. Mais aussi rapidement, elle contredit ses déclarations, affirmant n'avoir aucun souvenir de l'événement. Au final, elle nie fermement toute participation, tout comme elle rejette toute implication de Jamie dans cette affaire. Susan Claycomb serait jugée avant Jamie Snow. L'accusation cherchait à la poursuivre pour meurtre au premier degré, avançant qu'elle avait conduit la voiture en fuite cette nuit-là. Et oui, alors si vous aussi vous vous dites mais ça n'a aucun sens, c'est vrai, ça n'a absolument aucun sens. C'est dingue comme parfois il y a des criminels qui vont commettre des crimes à la pelle ou des fois je vous sors des casiers judiciaires. J'en ai pour 5 minutes à vous dire tout ce qu'ils ont commis avant d'être enfin jugés pour meurtre et que ces derniers n'ont jamais été en prison. Et là, c'est littéralement 2 personnes où tout montre depuis le début de cette histoire qui n'ont rien à voir avec cette affaire criminelle. Et pourtant, c'est eux qu'on accuse sans aucune preuve, sans rien du tout. C'est complètement dingue et ça fait peur de voir à quel point, à quel moment, surtout aux États-Unis, c'est moins courant en France ou en Europe tout court, j'ai envie de dire, que là-bas, à tout moment, tu peux te faire accuser d'un meurtre que tu n'as absolument pas commis, juste parce que les policiers ont envie de classer une affaire et que plutôt que de se résoudre à ne pas avoir trouvé le bon meurtrier, ils vont se dire, hop, on va inculper les innocents. En tout cas, à cette pauvre femme, on lui a proposé plusieurs fois un accord en échange d'une peine réduite, à condition qu'elle témoigne contre Jamie, évidemment. Mais Susan a toujours refusé catégoriquement. Elle ne voulait pas trahir son beau-frère, malgré la pression énorme qu'elle subissait. Lorsque le procès a eu lieu, le jury a conclu à son acquittement. Heureusement, les preuves présentées n'étaient clairement pas suffisantes pour justifier une condamnation, si ce n'est que potentiellement, ça pourrait être elle. Cette décision aurait pu signifier alors la fin de toute l'affaire, mais bien loin de là. Le bureau du procureur du district choisit de poursuivre Jamie Snow avec détermination. Lors du procès de Jamie, il a été défendu par 2 avocats assignés par l'État, Patrick Riley et Frank Pitchy. Malheureusement, Frank Pitchy avait la réputation d'être un homme fragile. Il luttait contre un grave problème d'alcoolisme et une dépendance au jeu qui le conduisait parfois à se présenter au tribunal en état d'ébriété. Bon, rien que là, c'est mal barré pour l'homme. Jamie, conscient du manque d'investissement de ses défenseurs, a écrit au juge une lettre demandant une prolongation du procès, affirmant que ses avocats n'étaient pas prêts du tout à assurer sa défense correctement. Sa demande, elle a été rejetée, et malgré les doutes sur l'efficacité de ses conseils juridiques, Pitchy et Riley sont restés à son chevet. Des années plus tard, Pitchy a été exclu du bureau après avoir été accusé d'avoir volé de l'argent à un de ses clients âgés. Un signal inquiétant sur la qualité de la défense dont Jamie disposait, mais malheureusement, faute de moyens, c'est tout ce qu'il avait. Le procès s'est étalé sur 9 jours intenses. L'accusation a fait venir un total de 43 témoins, dont beaucoup avaient témoigné au procès de Susan Claycomb. Parmi eux figuraient les 3 témoins oculaires présents à la station-service ou à proximité ce soir-là. Danny Martinez, l'homme qui avait été vu en train de gonfler ses pneus, a raconté comment il avait aperçu un homme quitter la station immédiatement après avoir entendu 2 coups de feu. Il a admis ne pas avoir pu identifier Jamie lors de ses premières sessions, mais que ce n'est que des années plus tard, après avoir vu sa photo dans un journal, qu'il affirme l'avoir reconnu.
Cette identification tardive a été mise en avant comme une preuve clé, même si elle contredisait directement le témoignage du premier policier sur place qui affirmait qu'il n'avait vu personne d'autre à la station ce soir-là. L'accusation s'appuie aussi lourdement sur les témoignages d'informateurs de prisonniers qui prétendent avoir entendu Jamie avouer le vol et le meurtre à un moment ou à un autre. Ces témoignages ont joué un rôle central dans le dossier, car il n'y avait aucune preuve matérielle. Pas d'empreinte digitale, pas de traces de pas, pas de sang, ni d'ADN, rien de tout ça qui puisse lier Jamie directement à la scène du crime. Au fil des ans, plus de 17 témoins pour l'accusation ont rétracté leurs déclarations, jetant une ombre sur la solidité de l'accusation. De son côté, Jamie a maintenu sans relâche son alibi. Il a affirmé que dans la nuit du 31 mars 91, il était chez lui, entouré de sa femme et de ses enfants. Sa femme témoigne également en sa faveur, confirmant qu'ils étaient tous ensemble à la maison cette nuit-là. Cet alibi, pourtant solide, a été paradoxalement perçu comme fragile pour beaucoup. L'opinion générale suppose souvent qu'une épouse mentira pour protéger son mari, surtout dans des affaires criminelles graves. Mais j'ai envie de dire, tout comme il est très commun que des criminels mentent afin d'avoir leur peine réduite ou d'avoir quelques petits avantages en prison. Donc se fier sur une quarantaine de témoignages de prisonniers qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir un jour sortir de prison, mais à côté de ça, douter du témoignage de sa femme, bon, c'est un petit peu culotté de la part de cette justice. Évidemment, ce paradoxe a donné lieu à de nombreux débats durant le procès. En fin de compte, Jamie Snow a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Cette condamnation repose presque uniquement sur des témoignages fragiles, des témoins oculaires qui, lors de multiples confrontations précédentes, n'avaient jamais réussi à l'identifier clairement, des informateurs en prison dont les déclarations avaient été obtenues en échange de promesses d'allègement de la peine, et une réputation ternie par une vie personnelle difficile et quelques démêlés avec la justice passée. Aucun élément matériel solide n'est venu soutenir ces accusations, mais la somme de ces éléments circonstanciels suffisent à convaincre le jury. Jamie a tenté désespérément de contester ce verdict. Il a invoqué l'assistance inefficace de ses avocats, soulignant que l'un d'eux était fréquemment absent, voire en état d'ébriété durant le procès. Il a demandé à plusieurs reprises un réexamen de son dossier, espérant ainsi une nouvelle chance d'obtenir justice. Cependant, toutes ces requêtes ont été rejetées. Sa motion de révision a été refusée, tout comme son appel devant la Cour suprême de l'Illinois, qui confirme la condamnation malgré le fait que plusieurs témoins avaient depuis rétracté leurs déclarations, jetant un doute sérieux sur la solidité du dossier contre lui. Depuis plus de 24 ans, Jamie Snow croupit en prison derrière des barreaux en affirmant toujours fermement son innocence. Il ne cesse de se battre, de réclamer l'examen des preuves qui, selon lui, pourrait enfin révéler la vérité et lui permettre de retrouver sa liberté. Et pourtant, il existe dans cette affaire des preuves cruciales qui n'ont jamais été exploitées, comme par exemple des échantillons ADN recueillis sur les lieux, des empreintes digitales qui ne correspondent pas à Jamie, des balles récupérées qui n'ont jamais été analysées à l'aide des méthodes modernes, sans oublier les vêtements de la victime, William Little, qui n'ont jamais été soumises au test ADN. Le sang retrouvé sur la scène du crime, lui aussi, n'a jamais été véritablement analysé. La technologie a pourtant énormément progressé depuis le début des années 90, rendant ces tests non seulement possibles, mais aussi susceptibles d'apporter des réponses définitives. Et quand on voit à quel point tout le monde se plaint que les prisons sont pleines, eh bien si on pouvait éventuellement libérer quelques innocents, ça ferait peut-être un petit peu plus de place pour d'autres criminels qui, eux, commettent réellement des crimes. Mais malgré ça, le bureau du procureur de l'État du comté de McLean s'oppose fermement à toute tentative de rouvrir l'enquête et d'autoriser ces analyses ADN. Cette attitude est d'autant plus frustrante que le projet d'exonération de l'Université de Chicago a proposé de financer entièrement ces tests, évitant ainsi toute charge pour le contribuable. Pour eux, l'affaire est close. Ils considèrent que le coupable est derrière les barreaux, que justice a été rendue. Mais quand on observe en détail le dossier, en tenant compte de l'absence totale de preuves matérielles irréfutables, des témoignages fragiles et contradictoires, il devient difficile de comprendre comment certains peuvent dormir tranquilles la nuit. Comment fermer les yeux sans penser à l'homme qui croupit en prison, potentiellement innocent, privé de sa liberté, mais aussi au droit de voir ses enfants grandir. Un homme dont la vie a été brisée par une condamnation fondée sur des preuves si fragiles,
qu'elle laisse planer un doute immense. Ce doute, pourtant, il persiste, et tant que ces tests ADN n'auront pas été effectués, il est impossible de savoir avec certitude si la justice a véritablement été rendue. Plus de 20 ans après ces événements tragiques, le dossier Jamie Snow continue de susciter un profond questionnement. Malgré une condamnation qui semblait sceller son sort, de nombreux éléments laissent planer un doute persistant. Cette affaire soulève alors une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre la vérité quand elle menace de déstabiliser des certitudes établies ? Le poids des erreurs judiciaires pèse lourd dans nos sociétés, et chaque vie brisée mérite que l'on creuse au-delà des apparences. Et c'est donc tout pour cette affaire, j'espère qu'elle était encore inconnue pour vous. Ce genre d'affaires, on n'en traite pas souvent, mais de temps en temps ça nous arrive parce qu'on sait que c'est celles qui vous intéressent généralement le moins, mais je pense qu'elles sont quand même importantes à mettre en avant, comme celle de disparition, malgré que ça puisse un petit peu vous frustrer, parce que ça met également en évidence à quel point la justice n'est absolument pas fiable, même si on le sait depuis un moment, et je trouve ça vraiment terrible que des personnes puissent se faire accuser alors qu'il n'y ait même pas de preuves. Et c'est une raison de plus pour laquelle je suis pour ma part contre la peine de mort, parce que imaginez si la peine de mort avait été autorisée dans son état, possiblement il aurait pu faire face à la peine de mort alors que cet homme n'est vraisemblablement pas coupable du meurtre de William. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment par rapport à la peine de mort, N'hésitez pas à relancer ce débat, ça me fait plaisir de voir que certains avec vos échanges arrivent à faire changer d'avis d'autres personnes, donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. À très bientôt, ciao.